Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous littéraire sur Day8, Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour la suite des lectures, de la lecture des Fables de La Fontaine. Je suis vraiment très contente d'aborder ce livre. Ça me replonge en enfance, ça me replonge dans ces belles moralités que Jean de La Fontaine nous offre à travers ses fables. Il y en a quand même 243. Donc on a de quoi faire ce soir en ma compagnie. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN tout au long de cette soirée. Merci pour votre fidélité. Moi, je vous vois sur Facebook. Il y en a qui sont au taquet. Vraiment, merci beaucoup. Et je vais donc reprendre cette lecture. Je vous souhaite une très bonne soirée. Alors, je vais reprendre à la fable du livre premier, parce qu'il y a 12 livres quand même. Donc là, j'en suis au livre premier et je vais lire la fable numéro 15 qui s'intitule, c'est 15 et 16. La première s'intitule « La mort et le malheureux » et la seconde « La mort et le bûcheron ». Un malheureux appelait tous les jours la mort à son secours. « Ô mort, lui disait-il, que tu me sembles belle, viens vite, viens finir ma fortune cruelle. » La mort crut, en venant, l'obliger, en effet. Elle frappe à sa porte, elle entre, elle se montre. « Que vois-je » cria-t-il, « ôtez-moi cet objet, qu'il est hideux, que sa rencontre me cause d'horreur et d'effroi. N'approche pas, ô mort, retire-toi. » Mécénas fut un galant homme. Il a dit quelque part qu'on me rende impotent, cul de jatte, goutteux, manchot, pourvu qu'en somme je vive, c'est assez, je suis plus que content. Ne viens jamais, ô mort. On t'en dit tout autant. Alors il y a une note de Jean de La Fontaine qui dit « Ce sujet a été traité d'une autre façon par Ésope, comme la fable suivante le fera voir. Je composai celle-ci pour une raison qui me contraignait de rendre la chose aussi générale. Mais quelqu'un me fit connaître que j'eusse beaucoup mieux fait de suivre mon original et que je laissai passer un des plus beaux traits qui fut dans Ésope. Cela m'obligea d'y avoir recours. Nous ne saurions aller plus avant que les anciens. Ils ne nous ont laissé par notre part que la gloire de les bien suivre. Je joins toutefois ma fable à celle d'Ésope, non que la mienne le mérite, mais à cause du mot de mécénat que j'y fais entrer et qui est si beau et si à propos que je n'ai pas cru le devoir omettre. Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée, sous le fait du fagot aussi bien que des ans, gémissant et courbé, marchait à pas pesants et tâchait de gagner sa chaumine enfumée. Enfin, n'en pouvant plus d'effort et de douleur, il met bas son fagot, il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde ? En est-il un plus pauvre en la machine ronde? Point de pain quelquefois et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée lui font d'un malheur la peinture achevée. Il appelle la mort, elle vient sans tarder. Lui demande ce qu'il faut faire. C'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois
tu ne tarderas guère. Le trépas vient tout guérir, mais ne bougeons d'où nous sommes. Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. L'homme entre deux âges et ses deux maîtresses. Un homme de moyen âge et tirant sur le grison, jugea qu'il était saison de songer au mariage. Il avait du content et partant de quoi choisir, toutes voulaient lui plaire. En quoi notre amoureux ne se pressait pas tant. Bien adressé n'est pas petite affaire. Deux veuves sur son cœur eurent le plus de part, l'une encore verte et l'autre un peu bien mûre, mais qui réparait par son art ce qu'avait détruit la nature. Bah merci. Ces deux veuves, en badinant, en riant, en lui faisant fête, l'allaient quelquefois testonnant, c'est-à-dire ajustant sa tête. La vieille, à tout moment, de sa part, emportait un peu plus du poil noir qui restait, afin que son amant en fût plus à sa guise. La jeune saccageait les poils blancs à son tour. Toutes deux firent tant que notre tête grise demeura sans cheveux et se douta du tour. « Je vous rends, leur dit-il, 1000 grâces, les belles, qui m'avez si bien tondu. J'ai plus gagné que perdu, car d'Hymen point de nouvelles. Celle que je prendrai voudrait qu'à sa façon je vécusse, et non à la mienne. Il n'est tête chauve qui tienne. Je vous suis obligée, belle, de la leçon. » L'enfant est le maître d'école. Dans ce récit, je prétends faire voir d'un certain sot la remontrance vaine. Un jeune enfant, dans l'eau, se laissa choir en badinant sur les bords de la Seine. Le ciel permit qu'un saule se trouvât dont le branchage, après Dieu, le sauva. S'étant pris, dis-je, aux branches de ce saule, par cet endroit passe un maître d'école. L'enfant lui crie « Au secours, je péris !» Le magister, se tournant à ses cris, d'un ton fort grave, à contretemps, s'avise de le tancer. « Ah, le petit babouin, voyez, dit-il, où l'a mis sa sottise. Et puis, prenez de tels fripons le soin, que les parents sont malheureux, qu'il faille toujours veiller à semblables canailles. Qu'ils ont de maux, et que je plains leur sort. » Ayant tout dit, il mit l'enfant à bord. Je blâme ici plus de gens qu'on ne pense. Tout babillard, tout censeur, tout pédant se peut connaître au discours que j'avance. Chacun des trois fait un peuple fort grand. Le Créateur en a béni l'engeance. Et en toute affaire, ils ne font que songer aux moyens d'exercer leur langue. Hé, mon ami, tire-moi de danger. Tu feras après ta harangue. Le coq et la perle. Un jour, un coq détourna une perle qu'il donna au beau premier lapidaire. « Je la crois fine, dit-il, mais le moindre grain de mil serait bien mieux mon affaire. »
Un ignorant hérita d'un manuscrit qu'il porta chez son voisin le libraire. « Je crois, dit-il, qu'il est bon, mais le moindre ducaton serait bien mieux mon affaire. » Les frelons et les mouches à miel. À l'œuvre, on connaît l'artisan. Quelques rayons de miel, sans maître, se trouvèrent, des frelons les réclamèrent. Des abeilles s'opposant, devant certaines guêpes, on traduisit la cause. Il était malaisé de décider la chose. Les témoins déposaient qu'autour de ces rayons, des animaux ailés, bourdonnants, un peu longs, de couleur fort tannée, et tels que les abeilles, avaient longtemps paru. Mais quoi? Dans les frelons, ces enseignes étaient pareilles. La guêpe, ne sachant que dire à ces raisons, fit enquête nouvelle, et pour plus de lumière, entendit une fourmilière. Le point n'eût pu être éclairci. « De grâce, à quoi bon tout ceci ?» dit une abeille fort prudente. « Depuis tantôt 6 mois que la cause est perdante, nous voici comme au premier jour. Pendant cela, le miel se gâte. Il est temps désormais que le juge se hâte, n'a-t-il point assez léché l'ours ?» Sans tant de contredits et d'interlocutoires, et de fatras et de grimoires, travaillons, les frelons et nous, on verra qui sait faire, avec un suc si doux, des cellules si bien bâties. Le refus des frelons fit voir que cet art passait leur savoir, et la guêpe adjugea le miel à leur parti. Plût à Dieu qu'on régla ainsi tous les procès, que les Turcs en cela n'ont suivi la méthode. Le simple sens commun nous tiendrait lieu de code. Il ne faudrait point tant de frais. Au lieu qu'on nous mange, on nous gruge, on nous mine par des longueurs. On fait tant, à la fin, que l'huître est pour le juge, les écailles pour les plaideurs. Le chêne et le roseau. Le chêne, un jour, dit au roseau: « Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourut avec furie le plus terrible des enfants que le nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts, et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts.
Je commence le livre 2e des fables de La Fontaine et la première fable de ce 2e livre s'appelle « Contre ceux qui ont le goût difficile ». Quand j'aurai, en naissant, reçu de Calliope les dons qu'à ses amants cette muse a promis, je les consacrerai au mensonge d'Ésope. Le mensonge et les vers, de tout temps, sont amis. Mais je ne me crois pas si chérie du Parnasse que de savoir orner toutes ces fictions. On peut donner du lustre à leurs inventions, on le peut, je le sais, un plus savant le fasse. Cependant, jusqu'ici, d'un langage nouveau, j'ai fait parler le loup et répondre l'agneau. J'ai passé plus avant. Les arbres et les plantes sont devenus chez moi créatures parlantes. Qui ne prendrait ceci pour un enchantement ? Vraiment, me diront nos critiques, vous parlez magnifiquement de 5 ou 6 contes d'enfants. Censeurs, en voulez-vous qu'ils soient plus authentiques et d'un style plus haut ? En voici. Les Troyens, après 10 ans de guerre autour de leurs murailles, avaient lassé les Grecs, qui parmi les assauts, par 100 batailles, n'avaient pu mettre à bout cette fière cité. Quand un cheval de bois par Minerve inventé d'un rare et nouvel artifice, dans ses énormes flancs reçut le sage Ulysse, le vaillant Diomède, Ajax l'impétueux, que ce colosse monstrueux, avec leurs escadrons, devait porter dans Troie, livrant à leur fureur ces dieux mêmes en proie. Stratagème inouï, qui des fabricateurs paya la constance et la peine. C'est assez, me dira quelqu'un de nos auteurs. La période est longue, il faut reprendre haleine. Et puis votre cheval de bois, vos héros avec leurs phalanges, ce sont des contes plus étranges qu'un renard qui cajole un corbeau sur sa voie. De plus, il vous sied mal d'écrire en si haut style. Eh bien, baissons d'un ton. La jalouse Amarie songeait à son Alcippe et croyait de ses soins n'avoir que ses moutons et son chien pour témoins. Tircis, qui l'aperçut, se glisse entre les saules. Il entend la bergère adressant ses paroles au doux Zéphyr et le priant de les porter à son amant. « Je vous arrête à cette rime », dira mon censeur à l'instant. « Je ne la tiens pas légitime, ni d'une assez grande vertu. Remettez pour le mieux ces 2 vers à la fonte. » Maudit censeur, te tairas-tu ? Ne saurais-je achever mon conte ? C'est un dessein très dangereux que d'entreprendre de te plaire. Les délicats sont malheureux, rien ne saurait les satisfaire. Conseil tenu par les rats. J'adore cette fable. Un chat nommé Rodilardus faisait de rats telles des confitures que l'on n'en voyait presque plus tant il avait mis dedans la sépulture. Le peu qu'il en restait, n'osant quitter son trou, ne trouvait à manger que le quart de son sou. Et Rodillard passait chez la gente misérable, non pour un chat, mais pour un diable. Or, un jour qu'au haut et au loin, le galant alla chercher femme,
Pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, le demeurant des rats tint chapitre en un coin sur la nécessité présente. Dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plus tôt que plus tard, attacher un grelot au cou de Rodilard, qu'ainsi, quand il irait en guerre, de sa marche avertie, il s'enfuirait sous terre. Qu'il n'y savait que ce moyen. Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen. Chose ne leur parut à tous plus salutaire. La difficulté fut d'attacher le grelot. L'un dit « Je n'y vas point, je ne suis pas si sot ». L'autre « Je ne saurais ». Si bien que, sans rien faire, on se quitta. J'ai maintes chapitres vus qui pour néant se sont ainsi tenus. Chapitres non de rats, mais chapitres de moines, voire chapitres de chamoines. Ne faut-il que délibérer, la cour en conseillers foisonne. Est-il besoin d'exécuter, l'on ne rencontre plus personne. Le loup plaidant contre le renard par devant le singe. Un loup disait qu'on l'avait volé. Un renard, son voisin, d'assez mauvaise vie, pour ce prétendu vol par lui fut appelé. Devant le singe, il fut plaidé, non point par avocat, mais par chaque partie. Thémis n'avait point travaillé de mémoire de singe, a fait plus embrouillé. Le magistrat suait en son lit de justice. Après qu'on eut bien contesté, répliqué, crié, tempêté, le juge, instruit de leur malice, leur dit « Je vous connais de longtemps, mes amis, et tous deux vous paierez l'amende. Car toi, loup, tu te plains, quoiqu'on ne t'ait rien pris. Et toi, renard, as pris ce que l'on te demande. » Le juge prétendait qu'à tort et à travers, on ne saurait manquer condamnant un pervers. Il y a une petite note de Jean. Quelques personnes de bon sens ont cru que l'impossibilité et la contradiction qui est dans le jugement de ce singe était une chose à censurer. Mais je ne m'en suis servi qu'après Phèdre, et c'est en cela que consiste le bon mot, selon mon avis. Rien compris. Les deux taureaux et une grenouille. Deux taureaux combattaient à qui posséderait une génisse avec l'Empire. Une grenouille en soupirait. « Qu'avez-vous » se mit à lui dire quelqu'un du peuple croissant. « Et ne voyez-vous pas, dit-elle, que la fin de cette querelle sera l'exil de l'un, que l'autre, le chassant, le fera renoncer aux campagnes fleuries. Il ne régnera plus sur l'herbe des prairies, viendra dans nos marais régner sur les roseaux, et nous foulant aux pieds jusqu'au fond des eaux, tantôt l'une et puis l'autre, il faudra qu'on pâtisse du combat qu'a causé Madame la génisse. » Cette crainte était de bon sens. L'un des taureaux en leur demeure s'alla cacher à leurs dépens. Il en écrasait 20 par heure. Hélas, on voit que de tout temps, les petits ont pâti des sottises des grands. C'est pas faux, hein? C'est pas faux. Alors, qu'est-ce que je vais vous lire? Oui, parce que j'ai le choix, hein. Je suis un peu le maître de ce livre. Je lis ce que je veux. La chauve-souris et les deux belettes.
Une chauve-souris donna tête baissée dans un nid de belette. Et sitôt qu'elle y fut, l'autre, envers les souris de longtemps courroucées, pour la dévorer, accourut. « Quoi ? Vous osez, dit-elle, à mes yeux vous produire après que votre race a tâché de me nuire ? N'êtes-vous pas souris ? Parlez sans fiction. Oui, vous l'êtes. Ou bien, je ne suis pas belette. Pardonnez-moi, dit la pauvrette, ce n'est pas ma profession. Moi, souris, des méchants vous ont dit ces nouvelles. Grâce à l'auteur de l'univers, je suis oiseau. Voyez mes ailes. Vive la jante qui fend les airs. Sa raison plut et sembla bonne. Elle fait si bien qu'on lui donne liberté de se retirer. 2 jours après, notre étourdi aveuglément se va fourrer chez une autre belette, aux oiseaux ennemis. La voilà derechef en danger de sa vie. La dame du logis, avec son long museau, s'en allait la croquer en qualité d'oiseau quand elle protesta qu'on lui faisait outrage. « Moi ? Pour tel passé ? Vous n'y regardez pas ? Qui fait l'oiseau ? C'est le plumage. Je suis souris. Vive les rats. Jupiter confonde les chats. » Par cette adroite repartie, elle sauva 2 fois sa vie. Plusieurs se sont trouvés qui, d'écharpe changeant au danger, ainsi qu'elle, ont souvent fait la figue. Le sage dit selon les gens, vive le roi, vive la ligue. L'oiseau blessé d'une flèche. Mortellement atteint d'une flèche empennée, un oiseau déplorait sa triste destinée et disait, en souffrant un surcroît de douleur, « Faut-il contribuer à son propre malheur ? Quels humains, n'importe quoi, cruels humains, vous tirez de nos ailes, de quoi faire voler ces machines mortelles. Mais ne vous moquez point, engeance sans pitié. Souvent, il vous arrive un sort comme le nôtre. Des enfants de Japet, toujours une moitié fournira des armes à l'autre. La lys et sa compagne. Une lys, alors la lys, c'est la femelle du chien de chasse. Une lys était sur son terme, et ne sachant où mettre un fardeau si pressant, fait si bien qu'à la fin sa compagne consent de lui prêter sa hutte, où la lys s'enferme. Au bout de quelque temps, sa compagne revient. La lys lui demande encore une quinzaine. Ces petits ne marchaient, disait-elle, qu'à peine. Pour faire court, elle l'obtient. Ce second terme échu, l'autre lui redemande sa maison, sa chambre et son lit. La lys, cette fois, montre les dents et dit « Je suis prête à sortir avec toute ma bande, si vous pouvez nous mettre dehors. » Ses enfants étaient déjà forts. Ce qu'on donne aux méchants, toujours on le regrette. Pour tirer d'eux ce qu'on leur prête, il faut que l'on en vienne au coup. Il faut plaider, il faut combattre. Laissez-leur prendre un pied chez vous. Ils en auront bientôt pris 4. Mais que c'est d'actualité, ces fables de La Fontaine. Vous trouvez pas que c'est tellement d'actualité, ça n'a pas vieilli, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Je vais vous quitter pour cette émission. On va se retrouver très bientôt pour la suite des fables de La Fontaine, pour la suite des fables de Jean, que je kiffe, je l'adore. Bonne nuit pour ceux qui se couchent, bon courage pour ceux qui travaillent. À très bientôt, bye bye.